À l'évidence, oui. C'est un processus qui vient de loin, qui a commencé à gauche, par des primaires qui étaient essentiellement partisanes, puis ouvertes à une partie des sympathisants, ce qu'on avait appelé au Parti socialiste les cartes à 20 euros, et qui s'est imposé à gauche en 2011 avec la désignation de François Hollande, dans une primaire ouverte à tous les sympathisants. À l'époque, la droite parlementaire expliquait que c'était une atteinte à la démocratie. Elle est en train, aujourd'hui, de reproduire le même dispositif, au même moment où les socialistes qui l'avaient mis en place sont en train peut-être de l'abandonner pour la désignation de François Hollande sur la prochaine présidentielle. Ça montre que cette primaire qui s'impose est surtout une primaire pour les partis d'opposition. C'est un mécanisme de sélection des candidats des grands partis républicains quand ils sont dans l'opposition, quand ils sont au pouvoir et que le président est sortant. Il y a une difficulté. Et à mon avis, on verra à l'usage que la règle sera de ne pas appliquer au président sortant. Si ça marche, oui. Si ça ne marche pas, non. Le but de la primaire n'est pas la participation électorale. Le but de la primaire, c'est un mode de sélection des candidats qui soit incontesté parce que sortant du cadre trop étroit des partis politiques qui n'ont plus aujourd'hui la légitimité suffisante pour désigner ces candidats sans qu'il n'y ait des contestations. Donc oui, la logique de la primaire, c'est d'enclencher la participation. La réussite de la primaire, c'est la participation réussie. Et la participation réussie, c'est un élément moteur pour la campagne présidentielle qu'il suit. Donc le dispositif est fait, en effet, pour réunir et rapprocher les électeurs, les partis politiques et les candidats. En même temps, comme toute procédure, où elle marche ou elle ne marche pas. Pour le moment, elle a marché. Mais on n'a, pour le moment, qu'une seule expérience grandeur nature, c'est celle de 2011. Les primaires sont entièrement dirigées contre les partis politiques. Elles sont nées de la crise des partis politiques. Elles sont nées de problèmes internes aux partis politiques. À gauche, elles sont nées en 2008, en 2009, après le congrès de Reims, qui avait vu une désignation contestée de Martine Aubry. Et la première secrétaire à l'époque était trop faible et pas assez légitime pour résister à des pressions internes venant notamment de ses alliés, d'Arnaud Montebourg, qui lui ont imposé le procédure des primaires. La primaire à droite s'est imposée après 2014, après l'élection très contestée à la présidence de l'UMP. Et dans cet entre-deux, le compromis pour retrouver une stabilité, c'était aussi l'organisation des primaires. Donc la primaire née de la crise des partis, elle est censée pallier à cette crise ou l'éviter. En fait, elle la renforce. C'est une autre procédure de sélection qui échappe aux militants et qui revient au peuple des sympathisants. Donc ça ne peut nourrir des partis de masse que des partis de masse qui ne soient pas les partis à l'ancienne, qui soient des partis d'une autre forme. Dans un premier temps, je pense que ça affaiblit les partis politiques. Si les sympathisants veulent bien participer, oui, là encore. La loi de la primaire, c'est la loi du nombre. Une primaire réussie, c'est une primaire où il y a énormément de participants. Et d'ailleurs, je n'imagine pas comment on peut faire pour limiter une participation dans un processus électoral quelconque. Il y aura campagne, il y aura mobilisation des sympathisants. Où ça marche, il y aura un vainqueur et ça servira à tout le monde. Où il n'y a pas assez de participation, et même le vainqueur de l'élection pâtira de cette situation. Donc le ressort même de la primaire, c'est de pousser les gens et à venir voter et à les engager à choisir. Donc en effet, il y a un lien qui se crée en ce moment-là entre un candidat et un corps électoral qui a son impact dans la campagne électorale, si tant est que le candidat veuille bien s'en saisir. Vous remarquerez quand même qu'en 2011, François Hollande ne s'est pas beaucoup saisi de la primaire.
La primaire, c'est un processus, c'est une procédure, mais en même temps, ça dépend de ce que le candidat qui a été choisi veut bien en faire. Il peut ne pas l'utiliser. C'est en ça qu'il n'y a pas de loi automatique des primaires. Il y a la primaire offre au candidat désigné une palette de solutions, un registre sur lequel il peut jouer, mais il peut décider de ne pas utiliser la primaire. En même temps, ne pas utiliser une procédure qui est une procédure de mobilisation est assez absurde. Donc la tendance naturelle de tout candidat qui aura été désigné par une primaire, ce sera de se saisir de ce levier pour enclencher sa campagne électorale. C'est la grande question parce que il n'y a qu'un exemple de primaire qui a eu lieu pour le moment, c'est 2011. Et dans l'exercice du pouvoir de François Hollande, qui était le candidat désigné, il est difficile de savoir ce qui tient à sa personnalité, ce qui tient aux mœurs et coutumes du Parti socialiste, et ce qui découle d'un effet de primaire. La primaire change la donne pour la conquête du pouvoir. La vieille loi qui tient le parti, tient l'élection, est brisée. Elle est plus compliquée. On remarquera d'ailleurs qu'aucun patron de parti, depuis que les primaires existent, n'a jamais été désigné, n'a jamais gagné une primaire. Donc ça modifie profondément les conditions de la conquête du pouvoir. Alors, il est difficile d'imaginer que les conditions de conquête du pouvoir n'aient pas de répercussions sur la façon dont le dit pouvoir est exercé. Mais pour le moment, je crois qu'il est quand même un peu tôt pour tirer des lois définitives, parce que le seul exemple, c'est celui de Hollande. Il ne suffit pas à établir une règle. En même temps, la primaire va avoir un effet sur le profil des candidats choisis, désormais. Il y a un candidat moins structuré idéologiquement, plus light, plus en phase peut-être avec une opinion large qu'avec une opinion structurée de nature militante. Et donc les candidats qui vont être choisis et qui peuvent être élus par la suite président de la République auront, je pense, un profil un peu différent de ce qu'on a connu au cours de ces dernières décennies. Donc naturellement, ça aura un effet sur la façon dont ils exerceront le pouvoir. Lequel, je pense que là, pour ça, il faut encore attendre que l'expérience se déroule. Il y a une seule expérience. Quand il y en aura 2, 3, je crois qu'on pourra tirer des lois définitives. Mais pour le moment, ça me paraît un peu trop tôt.